Alors, Dominique Jamais et puis Jacques Julliard. Oui, il y a des économistes fort distingués, des prix Nobel, qui disent et qui pensent, ou qui pensent et qui disent que la politique économique menée actuellement est bonne, c'est la bonne, même c'est la seule. Il y a d'autres économistes fort distingués, des prix Nobel par exemple aussi, qui disent que cette politique est erronée, qu'elle est mauvaise, qu'elle va dans la mauvaise direction. Bon. Les Français, ils ne sont pas économistes, hein, mais ils constatent que le poids des impôts est écrasant, que la courbe du chômage ne s'inverse pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils voient les licenciements, ils voient la baisse de leur pouvoir d'achat, ils ne voient pas d'issue, ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils ont l'impression que ce gouvernement, comme le précédent d'ailleurs, est dépassé et débordé, n'arrive pas à contrôler l'économie et à juguler la crise. D'où ils ont l'impression que cette politique, celle que mène François Hollande et son gouvernement, est tout simplement désastreuse. D'où cette impopularité qui pose un véritable problème. Lorsque François Hollande est élu il y a 18 mois, il est à la fois légal et légitime. Légal, je n'insiste pas, il est nommé régulièrement pour un mandat qui doit durer 5 ans. Il est légitime puisqu'il a obtenu 28% des voix au premier tour. Le général de Gaulle aurait fait la moue. Lorsqu'il a obtenu 45% des voix au premier tour, il a été vexé, humilié, il a estimé que c'était déshonorant. Mais on n'est plus du temps du général de Gaulle, donc il a été élu avec 52% des voix au second tour, fort bien. Aujourd'hui, il en est, semble-t-il, quelque part entre 15 et 20% de popularité. Et ce qui pose problème, c'est cette impopularité et le fait qu'on n'y voit pas plus de solutions politiques, qu'on ne voit à l'heure actuelle de solutions économiques à la crise. Car l'invention du quinquennat a fait que les députés sont élus en même temps que le président, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas à l'heure actuelle d'élection en vue qui permettrait de changer la donne. Le président est là encore pour 42 mois, sa majorité est là encore pour 42 mois, majorité minoritaire, président minoritaire. Naturellement, ça le paralyse. Il est probable que le président, pas certain, mais il est probable que le président et son gouvernement, ou le gouvernement suivant, ne feront pas preuve de plus en plus d'audace, de plus en plus de décision, de plus en plus de volonté. On ne va probablement pas vers les grandes réformes. On va probablement vers l'immobilité, la navigation à la godille, la France à volo. C'est extrêmement préoccupant et il est extrêmement fâcheux, pour ne pas dire plus. Il est alarmant, il est inquiétant, il est angoissant qu'il n'y ait pas à l'heure actuelle ni de solution à la crise économique que nous traversons, ni de débouché, d'exutoire sur la crise politique que nous traversons. C'est pour ça que vous dites qu'il ferait bien de partir, ce serait courageux. C'est ce que vous disiez dans votre livre. Ce serait de son intérêt, je le crois finalement, et ce serait dans notre intérêt. Rappelez-vous que le général de Gaulle, qui était lui aussi légal et légitime, a éprouvé à maintes reprises 5 fois des référendums pendant ses 2 mandats, il a éprouvé à maintes reprises le besoin, le désir de vérifier, de retremper, de ressourcer sa légitimité auprès du peuple. Est-ce que vous voulez de moi ou est-ce que vous n'en voulez pas? Est-ce que vous en avez assez de moi ou est-ce que vous n'en avez pas assez? Et la dernière fois qu'il a posé la question, le peuple lui ayant répondu d'ailleurs avec une faible majorité, on n'a plus envie de vous, il est parti. Et le gouvernement actuel évite naturellement, très soigneusement, les 2 solutions qui sont à sa disposition, c'est-à-dire le référendum, pas question. On sait bien que ce référendum, quelle que fût la question posée, déboucherait sur une réponse négative adressée à François Hollande. Il évite aussi la dissolution, car il sait, sans l'ombre d'un doute, qu'une dissolution ne se traduirait pas par la reconduction de la majorité. Donc il attend, et nous attendrons, pendant les 42 mois qui viennent, la fin de ce mandat. Jacques Julliard. Oui, moi, à la différence de Dominique Jamais, je ne crois pas qu'il faille se polariser sur la question du degré de popularité du président. C'est très fâcheux, je suis d'accord avec vous, et je serai à sa place, je ne sais pas comment j'essaierai de remonter à la pente du simple point de vue de la popularité, qui ne signifie pas grand-chose. Mais le problème est plus large, et je reviens à ce que vous disiez, madame, ce que vous disiez aussi, à savoir que l'impopularité du président n'est qu'un cas particulier. Aujourd'hui, peut-être le plus visible et le plus aigu de l'impopularité de tous les milieux dirigeants à l'heure actuelle. Parce que ce qui me frappe quand même, c'est que si la gauche de gouvernement est actuellement très impopulaire, ça ne profite à peu près pas à l'UMP. Ça ne profite pas non plus à l'opposition de gauche.
les élections partielles que l'on voit ne sont pas encourageantes ni pour les uns ni pour les autres. J'ajoute, et vous le disiez déjà, que les syndicats, à un moment où l'impopularité, enfin l'inquiétude est grande, où on voit des mouvements spontanés éclater partout, sont incapables de contrôler ces mouvements, de leur donner une signification. Et ça me permet de dire une deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus imaginer que parce qu'il y a une addition de mécontentement, il y a une majorité de rechange. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et changer de président, à supposer que ce soit impossible, deux souhaitable, ça ne donnerait rien du tout, ça n'aboutirait à aucun résultat aussi longtemps qu'on n'a pas une véritable politique de rechange. Or, lorsque vous voyez les mouvements tels qu'ils sont à l'heure actuelle, il y en a qui demandent, en général, ils demandent moins d'impôts, mais il y en a qui implicitement en demandent autant, sinon plus, pour défendre, je dirais, la protection sociale. Et on pourrait multiplier les cas comme ceux-là, c'est-à-dire que le mécontentement de la population, qui est un fait réel, qui est un fait politique, à la fois psychologique, politique et social, eh bien, il doit être pris dans son ensemble. Et se polariser sur le fait de savoir si Hollande a fait ceci ou a fait cela dans le détail, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, et là, pourquoi ne pas faire un référendum? Moi, je l'imaginerais sous une forme à déterminer, mais c'est sur le sens général. Quand on dit que Hollande n'a pas de politique, ça n'est pas vrai. Daniel Cohen l'a rappelé il y a un instant, il a dit, y compris dans le fameux discours du Bourget, dont on a retenu une phrase sur l'argent, etc., qu'il détestait, etc. Mitterrand l'avait dit aussi, ça, hein, ça fait partie des, je dirais, des choses qu'on dit comme ça. Ça fait partie des classiques de la gauche. Bon. Mais l'ensemble du discours, c'est pour dire, on va réindustrialiser, 2, on va réduire la dette, et enfin, troisièmement, nous pourrons faire profiter l'ensemble de la population des fruits de cette croissance. Cette politique est logique, elle est beaucoup plus logique que celle de Mitterrand ou de Sarkozy, qui ont commencé par un don de joyeux avènement à tout le monde, et ensuite il a fallu rattraper la pente. Donc il y avait une grande ambition démocratique dans ce que disait Hollande, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est là-dessus qu'il devrait être jugé, malheureusement. Alors là, je crois que sa responsabilité est complètement engagée. Il n'a pas réussi à faire passer auprès des Français ce message, car ça supposait un pacte entre lui, ce que disait tout à l'heure, un pacte de confiance, entre lui et l'ensemble du peuple français. Et c'est ça qui est raté, et c'est ça qui explique que le moindre détail, le moindre manquement, comme il y en a continuellement dans un gouvernement. On s'est amusé à faire ça sous Sarkozy, c'était encore plus facile, si j'ose dire. Mais prend tout de suite une importance considérable parce que le dessein général, qui existe, n'est pas compris. Mathieu Larnaudy ? Oui, on a dit qu'il était assez peu libre finalement de son action avec cette conjoncture de crise très particulière qui est effectivement une crise économique sans précédent. Il y a aussi une crise politique et symbolique qui va avec. Et il y a cette crise du discours que vous pointez, Jacques Julliard. Je crois que le problème, c'est qu'il fait penser un peu à Mohamed Ali contre Foreman, qui est dans les cordes, qui prend les coups et qui attend que ça passe. Son discours de contre-attaque ou de riposte n'est pas du tout audible. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais en tout cas, il est illisible. La politique, elle existe. En revanche, ce qui n'existe pas, c'est la défense de cette politique de manière à la faire passer à l'égard de l'opinion. Ouais. Et ça, on est effectivement avec l'impression que ça tape de tous les côtés, mais que lui ne riposte pas et laisse faire les choses. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un discours qu'on entend sur tous les plateaux de télévision quand ils sont invités les membres du gouvernement, c'est de dire, au fond, on tient le cap. On a été élus pour faire des choses difficiles, on les fait et on obtiendra, en tout cas l'expertise, des résultats. On va les écouter. Hein.